Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans notre nouvel épisode de notre podcast Parlons ESS de l'essentiel par Inextenso. Aujourd'hui, nous allons parler des fonds de dotation dans les stratégies de mécénat pour l'économie sociale et solidaire. Je suis Gilles Larvaron, coordinateur du secteur de l'économie sociale et solidaire chez Inextenso. Alors, merci à nos invités de nous rejoindre pour ce podcast consacré aux fonds de dotation au cœur des stratégies de mécénat. Je vais vous laisser vous présenter, chacun votre tour. Vincent, bonjour. Bonjour Gilles, je suis Vincent Joulia, je suis membre du directoire de la Banque transatlantique et président du fonds de dotation transatlantique, qui est le fonds de dotation de la banque. Et comment vous vous êtes retrouvé à ces fonctions-là, à exercer ces fonctions-là? Alors les fonctions de dirigeant de la banque, ça c'est une longue Oui, histoire professionnelle, mais plutôt pour le fonds de dotation. pour le fonds de dotation, il y a une quinzaine d'années, j'ai voulu pousser la philanthropie auprès de la clientèle de la banque, qui est une clientèle très favorisée. Et comme nous sommes une entité d'un groupe qui, lui, est très social, qui est le Crédit Mutuel, entreprise à mission, on a cherché les moyens d'aligner l'activité de la banque avec les valeurs du groupe. On a pensé qu'il fallait donc aider nos clients, leur donner des moyens de s'engager plus activement dans la philanthropie, de structurer une activité qui ait de l'impact. Et pour ça, on a d'abord constitué une équipe de philanthropie, de conseils en philanthropie. Et puis on s'est dit qu'il fallait aussi créer un outil pour aller plus loin. Et on a donc décidé, on était peu de temps après la création des fonds de dotation sur le plan de la loi, et donc on a pensé que c'était un bon outil. On s'est doté d'un fonds de dotation, et puis voilà, j'en ai pris la présidence quelque temps. Naturellement, du coup. Voilà. Très bien. Bonjour Alexandre. Bonjour Gilles, alors je m'appelle Alexandre Vernet. Je suis directeur de l'association Résidence Retraite du cinéma et du spectacle, une association loi 1901, reconnue d'utilité publique. C'est une association qui a deux activités. Une activité d'accueil de personnes âgées dépendantes au sein d'un EHPAD de 130 lits, un bel établissement. Et également un parc immobilier sur lequel nous accueillons des locataires et qui est à côté de l'EHPAD. Voilà. Et comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure et à la tête d'un fonds de dotation, ou en tout cas à la gestion d'un fonds de dotation? Alors c'est à la suite de la crise Covid où on a commencé à vouloir rechercher des projets pour favoriser au départ le confort des résidents. Les choses étaient un peu à l'arrêt. On essayait de trouver aussi des moteurs pour embarquer les équipes de notre établissement. Et on a commencé à réfléchir à comment trouver des mécénats, comment structurer tout ça. On s'est vite rendu compte que il y avait toute une logique juridique, des circuits à suivre pour créer ce fonds de dotation. Et nous l'avons créé en 2022 avec un accompagnement. L'idée, c'est bien évidemment d'apporter un confort supplémentaire à nos résidents, de leur proposer aussi des alternatives que l'activité médico-sociale à elle seule ne peut pas financer. Et souvent, c'est sur des projets assez conséquents qu'on essaie de développer chaque année. Avec l'aide de la présidente et du conseil d'administration de l'association, on choisit chaque année un projet d'envergure qu'on puisse développer au sein de l'association et toujours au profit de nos résidents. Très bien. Et notre expert in extenso, Christian Serpeau. Bonjour Christian. Bonjour Gilles. Christian Serpeau, je suis expert comptable, commissaire aux comptes pour le groupe Inextenso. J'ai également la responsabilité de développer la ligne de marché sur l'ESS, faire connaître l'économie sociale au travers des activités de nos entreprises et de nos partenaires. Je suis pas président d'un fonds de dotation. Par contre, c'est des structures qui m'ont tout de suite intéressé, parce que comme l'a dit Vincent, c'est des structures qui sont, on dit jeunes encore, puisque ça a été créé en 2008, et avec un démarrage un peu poussif, parce qu'en fait, un statut un peu ambivalent entre l'association loi 1901 RUP, donc reconnue d'utilité publique, et les fondations, qui sont des structures beaucoup plus lourdes. Et donc, le législateur a créé une forme de structure juridique intermédiaire. Format léger. En format léger. Et quand on dit un format léger dans l'esprit, je pense que les débats qui vont suivre vont faire voir que c'est pas si léger que ça, parce qu'au fur et à mesure, il y a eu des réglementations particulières qui se sont adossées et appliquées aux fonds de dotation, qui font voir que les fonds de dotation, ce sont des structures transparentes d'intérêt général, et ça, il faut vraiment le souligner. Très bien. Alors, si on doit poser un petit peu le contexte des fonds de dotation, on voit qu'il y a une explosion de leur nombre dans les dernières années. C'est effectivement souvent un outil philanthropique adossé à une entreprise, voire des outils philanthropiques aussi qui viennent compléter l'action du projet social de tête. C'est le cas de Alexandre, de ce que vous avez mis en œuvre.
Donc, vous avez commencé tous les deux à aborder justement le chemin qui vous a mené à la création d'un fonds de dotation. Donc, plutôt que de vous demander de réexpliquer tout ça, je vais plutôt vous demander si vous n'avez pas chacun une anecdote marquante dans l'aventure de la création du fonds de dotation, quelque chose qui vous revient en mémoire là maintenant et qui s'est dit et qui vous a permis de vous dire tiens, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Vincent. Alors, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Moi, j'avais été très frappé. Ce que je cherchais, c'était un instrument qui puisse permettre d'accompagner les clients, de leur donner les moyens de s'engager en leur facilitant la vie. Bon. Et les fondations abritantes, qui étaient en place jusque-là et qui commençaient à se développer, d'ailleurs, le système des fondations abritantes se développait bien, je me suis dit, est-ce que finalement, on ne peut pas faire une fondation abritante dans un fonds de dotation ? Le fonds de dotation ayant un certain nombre d'avantages, notamment au niveau de la gouvernance, d'une certaine forme de liberté et d'obtention notamment d'autorisation. Et donc, voilà. Et puis, il y avait cette loi de 2008 sur les fonds de dotation avait été faite pour permettre la création du fonds de dotation du Louvre. Et je m'étais rendu compte que le fonds de dotation du Louvre fonctionnait déjà avec un système de fonds philanthropiques internes qui étaient créés par chaque personne qui apportait au fonds de dotation des capitaux. Donc, c'était ce système fonds de dotation du Louvre et puis les fondations abritées qui m'a donné l'idée de faire un fonds de dotation abritant aussi pour la banque. Ok. Et vous, Alexandre, c'est une anecdote? Oui, il y a une petite anecdote, c'est le poney et l'âne. En fait, ouais. Ça part bien. Ouais, ça part bien, ouais. En fait, un jour, au conseil d'administration, est venue l'idée, justement, au sorti de cette crise Covid, de dire faut absolument qu'on diversifie, qu'on habite le parc. On a un grand parc de 3 hectares et il était vide, il n'y avait rien, il n'y avait pas de vie dans ce parc, donc les résidents n'y allaient pas. Et la grande idée est d'héberger un âne et un poney à la retraite d'un poney club voisin. À partir de là, on prend sur les fonds de l'association, on finance ce projet et on se dit ça coûte quand même un petit billet de mettre des petites barres en bois, etc. et de vers un enclos. Et c'est là qu'on commence à réfléchir, à se dire on aime bien faire ce genre de projet, mais il faudrait qu'on trouve d'autres sources, parce que sinon, à force de faire des projets comme ça coûteux, on risque de vite faire fondre la trésorerie de l'association propre. Voilà. Ok. C'est parti de là. Très bien. C'est vrai que c'était chaotique. Moi, je me souviens que le début de notre création de fonds, on a mis quand même 2 ans pour obtenir une validation des statuts par la préfecture, parce que c'était très innovant comme mécanisme d'hébergement de fonds. Et Christian me disait en coulisses avant que vous étiez les premiers au monde à avoir créé un fonds de dotation. Non, on n'était pas les premiers au monde. Encore une fois, ça avait quand même 4 ans. Vous l'avez dit, puis il y avait le Louvre Mais juste en fait, avant on a aussi. mis 2 ans on a commencé à y penser en 2010. La loi datait de 2008. Dès 2010, on s'est dit, il y a une idée, il y a quelque chose à faire là dans ce domaine. Il nous a fallu 2 ans pour le créer et obtenir l'approbation des statuts. C'était pas simple. Donc, vous l'avez dit tous les deux un petit peu en filigrane, le fonds de dotation est un format un peu plus léger que les autres outils philanthropiques et de mécénat. Christian, en tant qu'expert, si tu devais rappeler les 2-3 points essentiels qui font la différence entre un fonds de dotation et une fondation ou un autre type d'outil philanthropique, le Family Office ou des choses comme ça, quels sont pour toi les 3-4 éléments à retenir dans cette différence? Alors, cela dit, je pense qu'il faut toujours bien réfléchir le projet. Et ça, je pense que c'est indispensable pour savoir ce qu'on veut faire, les acteurs qu'on veut avoir, parce que si le projet il est mal ficelé, le fonds de dotation ne va pas répondre à ce que veut le donateur. Parler de family office ou autre, on est vraiment dans un format de philanthropie, c'est-à-dire que des chefs d'entreprise qui veulent faire un fonds de dotation pour remettre de l'argent sur des entreprises, même si elles ont une vocation liée à l'ESS, c'est pas le bon support. Donc, faut vraiment réfléchir. Les statuts, comme toute structure de l'ESS, c'est la loi en fait, puisque l'encadrement est léger. C'est les statuts qui vont donner les grandes orientations, l'objet également qui va être poursuivi. Et donc ça, c'est vraiment un travail en amont qu'il faut vraiment bien caler. Et je pense que de dire on a mis 2 ans pour bien réfléchir, pour bien caler les choses, c'est nécessaire. C'est le premier préalable. C'est le préalable, parce qu'on ne peut pas se lancer sur des structures comme ça. C'est pas une association, c'est pas une simple association.
C'est pas une fondation avec toute entre guillemets, la lourdeur administrative et de gestion derrière qu'il faut avoir. Donc pour toi, c'est les 2 points, c'est que le fonds de dotation, essentiel. c'est moins lourd administrativement et moins compliqué à gérer au quotidien. Voilà, alors moins compliqué, non, Non? justement, OK. pas forcément, et voire même inversement, puisqu'on est lié par rapport à des natures de fonds de dotation. Alors, on Ouais. va pas rentrer dans le détail, mais il y a des apports de dotation qu'on appelle non consomptibles, c'est-à-dire que l'argent est consigné dans le fonds de dotation, ce sont seulement les revenus qui vont permettre de réaliser les actions d'intérêt général. Et après, ça a évolué compte tenu des rendements financiers qui étaient moindres avec la crise. Les fonds de dotation sont devenus non consomptibles, soit créés directement sous un format de consomptibilité de la dotation, c'est-à-dire j'apporte de l'argent, je pioche dedans pour réaliser mes actions. Et donc ça, ce sont des spécificités propres aux fonds de dotation, avec un suivi particulier sur les actions qui sont menées, qui doivent être toutes d'intérêt général. Très bien. Mais c'est vrai que nous, on a fait, j'en prends un peu on a fait la comparaison. Pour nous, c'était est-ce qu'on crée une fondation ou est-ce qu'on crée un fonds de dotation ou une association. Ça répond à des objectifs vraiment différents. Et puis la fondation, pour le coup, on n'est pas maître chez soi, hein, puisque soit elle est abritée, auquel cas on ne pouvait pas nous-mêmes abriter ce qu'on pouvait faire, ce qui était notre objectif. Donc on a écarté la fondation abritée. La fondation reconnue d'utilité publique, c'était d'une part hors de nos moyens au début, puisqu'il faut 1 million à l'époque, 1,5 million maintenant de dotation pour démarrer. Et puis, il faut des décisions de Conseil d'État. On perd une partie du pouvoir. Et en plus, le Conseil d'État aujourd'hui ne donne des accords que sur des objets bien spécifiques qui ne sont pas déjà couverts par des acteurs. Et nous, notre ambition était de pouvoir permettre à nos clients, à travers le fonds de dotation de la banque, de couvrir tous les champs de l'intérêt général. Donc il fallait un objet social très large. Donc le fonds de dotation, de ce côté-là, se prêtait bien. Et puis on pensait, alors c'était une idée de départ, mais qui a pas eu de succès pour l'instant, c'est qu'on pensait que le fonds de dotation était fait pour récupérer une partie du patrimoine de nos clients, que ce patrimoine soit investi de façon à ce que les fruits puissent financer des actions d'intérêt général à travers un fonds de dotation dit non consomptible. Et le fonds de dotation est d'une bonne structure pour ça, l'association ne l'est pas du tout. Elle n'est pas adaptée, hein. Le fonds de dotation, il est vraiment dans un esprit aussi de reversement, puisqu'on a deux formats de fonds de dotation. Les fonds de dotation avec une organisation opérationnelle, c'est-à-dire que c'est le fonds de dotation qui va réaliser lui-même les actions avec son personnel, avec des partenaires, ou des fonds de dotation dits redistributeurs, c'est-à-dire qu'on capte l'argent et on va confier la réalisation de l'action qui est retenue par le fonds de dotation sur d'autres structures pour réaliser cette action, structure d'intérêt général, souvent des associations qui sont au cœur même de l'action qui va être réalisée. Hein, donc, de fonds de dotation opérationnels, on fait les choses soi-même, redistributeurs, on les fait faire, et puis un mixte aussi possible entre les deux, on peut faire, et aussi s'appuyer sur des choses qui sont à faire. Et ça tombe bien, puisqu'on a cette nuance à notre table aujourd'hui, puisqu'on a le fonds que vous présidez, Vincent, qui a vocation à aller chercher de l'argent chez des mécènes pour ensuite le redistribuer à des structures qui n'ont pas forcément de lien avec la banque ou avec le fonds de dotation à l'origine. Et vous, Alexandre, c'est plutôt un fonds de dotation qui va avoir vocation à financer les structures et les projets de l'entité de tête, qui est donc la structure que vous avez décrite tout à l'heure. Et du coup, par contre, ce qui est commun aux deux, c'est que le fonds de dotation vous permet d'aller chercher des mécènes. C'est aussi un autre élément de contexte, c'est qu'avec la raréfaction de l'argent public de l'autre côté pour les structures et les porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact plus largement, il y a un peu plus de recherche de mécènes privés, de plus en plus même. Ça devient un secteur très concurrentiel, même si ça ne va pas ensemble, hein, l'ESS et la concurrence, mais c'est la réalité quand même. Qu'est-ce que vous pensez que ça a simplifié dans la recherche de mécènes, le fait d'avoir un fonds de dotation ? Déjà, la communication qu'on a dû mettre en place, hein, c'est-à-dire qu'à chaque projet qu'on propose au conseil d'administration, on prépare des plaquettes. On s'est fait aussi accompagner parce que malheureusement, on n'était pas sachant du tout. Hein, on ne monte pas un fonds de dotation comme ça sur une simple idée en prenant un bouquin. Ouais, on l'a dit tout à l'heure, il y a un peu de réflexion en amont. Vraiment, ça c'est un temps précieux et important. Après, la communication,
il faut aussi, il faut pas hésiter à passer des coups de fil, à essayer de trouver, au départ l'humain. Après, je me souviens avoir fait des grandes campagnes avec, la récolte des boîtes mail, des donateurs, qui sont plutôt généreux. On s'est vite rendu compte, en fait, qu'on partait en désillusion avec, un peu de résultats sur les premiers pas, du fonds de dotation, d'appel, aux dons à la générosité. Après, les choses se sont débloquées. On a trouvé un donateur fidèle, même plusieurs, hein, fidèles qui ont commencé à donner, à nous connaître, avec qui on a dû garder le fil aussi. On a dû aussi, faire vivre ça tous les ans. Il faut renouveler, répéter et se faire connaître, se mettre en vision aussi sur les réseaux. Communiquer, c'est une des bases. Et puis surtout sensibiliser au travers du projet. Parce que c'est ça, en fait, qui fait que les gens donnent ou pas, en fait. On s'est rendu compte. On a des projets où on n'a jamais pu aboutir, où c'était des volontés de notre part ou des usagers, qui ne sensibilisent pas le donateur, et puis des projets qui vraiment tapent pile dedans. Et là, les gens se sentent concernés et vont participer avec nous au projet. Alors après, à nous aussi de potentialiser là-dessus, de faire des inaugurations avec les donateurs, de mettre en place tout un système de récompense aussi à la fin, en dehors du reçu fiscal, j'ai envie de dire, mais vraiment de vraiment faire une reconnaissance généreuse de ces gens-là qui se mobilisent autour de la cause qu'on défend, en fait. Donc c'est intéressant ce que vous dites parce que ça veut dire que le fonds de dotation vient s'intégrer dans une stratégie de Oui. mécénat classique, Mmh. en fait, avec tout ce qui va autour, la communication, la visibilité, la transparence, la célébration aussi, et que du coup, le fonds de dotation est surtout un véhicule juridique Ah oui, et qui répond à des contraintes juridiques en face. absolument. Ce qui n'empêche pas d'aller au-delà de cette dimension juridique et administrative. C'est même fortement conseillé. Mmh. Chez vous, Vincent, donc là, on l'a dit, le fonds de dotation, c'est aller chercher de l'argent. Vous avez déjà identifié vos cibles, puisque ce sont vos clients, les clients du côté banque. Qu'est-ce que pour vous, ça a simplifié aussi vis-à-vis des clients de la banque quand vous êtes allé les chercher pour le fonds de dotation? Ou qu'est-ce que ça a changé? Ce qui est vrai, c'est que bon, ce qu'on cherchait, c'était donc à permettre à nos clients qui sont fortunés de mobiliser leurs revenus ou leur patrimoine pour faire des dons. Et donc, on voulait à la fois les aider à maximiser leur impact, leur engagement, et puis en même temps leur faciliter la tâche. Parce que finalement, dès qu'ils avaient la possibilité de créer leur propre fonds de dotation. On s'est dit, il va y avoir beaucoup de freins, donc il faut faciliter cet aspect-là. Donc le fonds de dotation a été vu comme une structure qu'on met à disposition des clients, pour qu'ils n'aient pas besoin de créer leur propre fonds de dotation, qu'ils puissent s'appuyer sur le nôtre, sachant que c'est nous qui assurons tout le back-office, l'administratif, le comptable, le financier, le juridique, la veille, et tout ce qui va avec, parce qu'il y a très vite beaucoup d'obligations, le comité d'investissement, le commissariat aux comptes, et j'en passe. Bon, le tout en offrant une vraie sécurité juridique de conformité par rapport à toutes ces règles de l'intérêt général. Donc, évidemment, quand on arrive près des clients et qu'on leur dit on a la structure qui fonctionne, en plus elle fonctionne en étant financée par la banque, au titre du mécénat de la banque, donc il n'y a pas de prélèvement sur les flux de revenus ou de dons qui sont apportés au fonds de dotation. Le client peut mettre de l'argent et se concentrer sur l'utilisation de cet argent, sur la gouvernance, avec qui il s'associe pour prendre ses décisions de dons, et il n'a que ça à faire. Donc c'est vraiment faciliter le don et donc de ce fait faciliter évidemment les levées de fonds auprès des clients. Donc c'est presque un service nouveau en fait que vous avez créé pour vos clients côté banque. C'est tout à fait un service nouveau qui n'est pas facturé. Encore une fois, c'est la banque sur son mécénat entretient une équipe qui gère ce fonds de dotation, une équipe compétente, qui a du temps à passer, qui s'occupe de beaucoup de choses dont un client devrait s'occuper par lui-même s'il crée son fonds de dotation. Ça n'empêche pas que certains clients créent leur propre fonds de dotation. Oui, évidemment. Mais là, il peut le faire en étant parfaitement accompagné et puis en s'appuyant sur une structure qui fonctionne sans qu'il ait besoin, lui, de mettre beaucoup d'huile de coude. Très bien. En revanche, il décide de savoir avec qui il s'associe, parce que le fonds de dotation a principalement pour intérêt quand même de pouvoir mobiliser une communauté autour de soi, que ce soit une famille, des enfants, plusieurs générations dans une famille, des collaborateurs dans une entreprise,
des investisseurs, par exemple, on a certains de nos clients qui sont à la tête de fonds d'investissement, donc qui ont voulu associer leurs investisseurs dans des actions philanthropiques. Voilà, ça a beaucoup d'intérêt. Et ça a tout de suite marché? Ça a tout de suite parlé à vos clients? Oui, ça a tout de suite parlé aux clients. On a assez vite concrétisé des conventions, puisqu'en fait, ça fonctionne par voie de convention. Le tiers, qui est un client personne physique ou son entreprise, souvent c'est des dirigeants d'entreprise qui mobilisent le mécénat de l'entreprise, qui font passer le mécénat de l'entreprise par le fonds de dotation de la banque. On a eu des associations aussi qui étaient proches de la banque, qui ont créé leur propre fonds de dotation, hein, pour pouvoir lever des capitaux dans un cadre différent de celui qu'une association peut faire par elle-même. Donc ça a assez bien marché. Après, on n'a pas voulu étendre, gérer un nombre de fonds démesuré. Donc on a progressivement relevé les exigences demandées au client pour pouvoir lui constituer un fonds, voilà, pour éviter d'être débordé par la demande. OK. Toi, Christian, qui suis ces fonds de dotation depuis un certain temps maintenant, quelles sont les tendances qui t'ont marqué tout au long des années? On aura l'occasion de se projeter sur ce que peut être la suite des fonds de dotation à la fin de cet épisode. Mais jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as observé qui est fondamental pour toi dans l'évolution des fonds de dotation en général? Ce qui est fondamental, c'est le regard un peu des autorités de contrôle et l'encadrement des fonds de dotation. Je crois que Vincent en a dit une partie. C'est la transparence qui fait tout, hein, puisque moi, je suis expert comptable du fonds de dotation de la Banque Transatlantique. On se doit, et la banque se doit, de restituer l'utilisation de l'intégralité des fonds, qui est une véritable transparence. Parce que le donateur ou celui qui confie l'argent à une structure, à un fonds de dotation, ce qu'il attend, c'est l'utilisation de ces fonds dans l'objet qu'il lui donne, et en toute transparence, et en respectant les règles. Justement, il ne veut pas s'encombrer de créer une structure pour avoir tous les désavantages de gérer cette structure et les coûts. Hein, puisque Vincent l'a dit, un fonds de dotation, ça ne se gère pas comme une simple association de quartier. Il y a une législation particulière, des réglementations comptables particulières, une transparence accrue. On parlait de l'appel à la générosité du public. La Banque Transatlantique aussi se lance dans l'appel à la générosité du public. Ça, c'est un levier fort aussi pour les fonds de dotation. Et dans ces cadres-là, on a des restitutions d'informations très importantes et de plus en plus encadrées pour assurer la transparence de l'utilisation des fonds. Parce qu'à un moment donné, comme il y avait peu de textes qui encadraient, malheureusement, quand il n'y a pas d'encadrement, il peut y avoir parfois des dérives. Et donc, comme c'est souvent le cas, quand il y a une dérive, c'est l'effet balancier, c'est-à-dire qu'on va mettre un armada de contrôle et de contraintes sur ces fonds. En fait, d'une petite structure, on se retrouve à avoir à gérer tout ce qui est lié à l'appel à la générosité du public. Il se trouve que pour le fonds de dotation de la Banque Transatlantique, il y a des liens avec des ressources qui sont issues de l'étranger. On a des états particuliers à émettre, un suivi vraiment des demandes particulières. Donc, un carcan en fait, de restitution d'informations et d'une gestion alors ultra rigoureuse et saine, avec des procédures à mettre en place pour justement garantir les projets sont étudiés. Il y a des comités spécifiques qui voient bien l'encadrement, la destination des fonds vers les structures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment évolué pour les fonds de dotation, où avant, on pouvait dire que les préfectures ne savaient pas ce que c'était qu'un fonds de dotation. Avec tout cet armada, les préfectures maintenant sont responsables d'avoir délivré l'existence des fonds de dotation. Il ne faut pas oublier qu'un fonds de dotation, à partir du moment où la préfecture a donné son accord, obtient la grande capacité juridique, c'est-à-dire la capacité d'avoir les libéralités, les donations entre vifs, les legs, tout ce qu'une fondation peut avoir, à l'exception de l'IFI. J'ai bien aimé les propos de Vincent, c'est de la philanthropie. Qu'est-ce que c'est l'IFI ? Ah, pardon, excuse-moi. C'est l'impôt sur la fortune immobilière, anciennement ISF, donc impôt sur les grandes fortunes. Je le savais, mais je le faisais préciser. Mais tu as raison, parce que... et donc, je dirais c'est presque la seule différence avec les fonds de dotation dans les ressources qui peuvent provenir vers les fonds de dotation. Et je dirais les clients de la Banque Transatlantique, ils pourraient très bien
ne pas donner aux fonds de dotation parce que du coup, ils n'auraient pas le bénéfice de la réduction d'impôt à l'IFI. Seules les fondations peuvent l'avoir. Et donc, c'est ça la force, et c'est la force de la transparence et de la garantie de la gestion de ces fonds, à la fois en interne, puisque nous, on le suit vraiment, et c'est en corrélation avec le fonctionnement du fonds de dotation, mais aussi maintenant sur toute la restitution qui est à faire aux préfectures, qui, dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, partent dans un dysfonctionnement. Et quand on a un dysfonctionnement, il faut le régulariser, sinon le fonds de dotation, lui, est suspendu, voire demandé à être liquidé. Donc, vraiment un renforcement de toutes les spécificités, le suivi de garantie pour les donateurs des fonds vers les fonds de dotation. Très bien. C'est aussi le moment de préciser qu'à la différence des fondations, les fonds de dotation ne sont pas dans la loi ESS de 2014 aujourd'hui, certainement parce qu'il y a cette antériorité qui n'existait pas à l'époque. On rappelle, les fonds de dotation sont créés en 2008, la loi sur l'ESS est créée en 2014, donc il y a peut-être une concomitance qui a fait que ça n'a pas été reconnu. Mais du coup, ça permet de se demander, et Alexandre, je vous pose la question, en quoi les fonds de dotation sont pertinents pour l'économie sociale et solidaire? Moi, je pense que ça apporte en termes de visibilité, forcément. Toute la communication, j'insiste là-dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose de fondamental. Ça permet de mettre en lumière aussi les établissements, auprès des tarificateurs aussi, hein. Ils s'intéressent aussi à ce qu'on fait en dehors du cadre normé qui permet à nos structures associatives de fonctionner. Donc voilà, oui, et c'est vraiment ça la plus-value pour moi du fonds de dotation, voilà, Ok. de mon Donc, point de vue. Ça permet aussi de mettre en place, de collecter de l'argent dans un cadre avec une gouvernance qui est distincte de celle Aussi. de l'entité qui est dans l'ESS. Et ça peut être intéressant parce que c'est pas la ça même va chose venir de- apporter un regard extérieur. Oui, surtout s'il doit y avoir un capital qui est collecté à long terme, ce qui est souvent le cas par exemple à travers les legs ou les donations. La gestion de ce capital s'accommode pas très bien d'une gouvernance de type associatif. Alors qu'avec le fonds de dotation, on détermine, on peut mettre des personnes, un nombre plus réduit de personnes, plus spécialisées par exemple dans la gestion financière. Et voilà, mais comme disait Christian, c'est vrai qu'il y a un énorme travail. Il faut être conscient des implications et des obligations qui sont à la charge du constituant, enfin du fonds. Et nous, par exemple, on donne notre fonds de dotation a donné 3 millions d'euros cette année sur 120 projets associatifs. Chaque projet fait l'objet d'une due diligence, c'est-à-dire d'un examen très très pointu de ses caractéristiques pour vérifier qu'il est éligible à ce qu'un fonds de dotation a le droit de faire, donc il respecte les règles de l'intérêt général. On a plus d'une centaine de critères d'analyse pour chaque projet. Donc ça fait un énorme travail d'analyse avant de déterminer si oui, le fonds peut distribuer, donner de l'argent à l'association ou au projet X ou Y. Est-ce qu'il respecte bien les règles de l'intérêt général? Et puis ensuite, il faut aussi s'assurer qu'effectivement l'argent est utilisé conformément aux intentions des donateurs qui ont obtenu un reçu fiscal et sous condition que leur argent soit utilisé dans un domaine particulier. Ça, c'est pas non plus très simple de savoir ce que l'association qui a reçu les fonds a fait de ces fonds et de pouvoir constituer une documentation qui permet de justifier qu'on a bien fait ce pourquoi on avait appelé les fonds auprès du public. Je parlais des préfectures, du contrôle des préfectures, puisque c'est le lien direct des fonds de dotation. Mais bien évidemment, on a les organismes de contrôle d'État, tels que la Cour des comptes, qui vérifie. Contrôle au hasard chaque année quelques fonds de dotation. Contrôle au hasard. Vincent est bien placé, puisqu'on a eu droit à un contrôle de la Cour des comptes. Avec une appréciation très très bonne de la Cour des comptes. Sans aucune réserve. Un avis de conformité sans réserve, ce qui était effectivement très satisfaisant. La Cour des comptes, ils aiment bien mettre quelques réserves sur l'opinion d'utilisation des fonds. C'est des rapports qui, je le précise au passage, c'est des rapports qui sont publics, publiés sur le site internet de la Cour des comptes. Donc vous pouvez aller les consulter. On mettra la référence en lien à un moment donné, mais vous pouvez aller consulter tous ces rapports gratuitement, librement, sur le site de la Cour des comptes. Et on voit bien que tout le process, ce qu'on disait tout à l'heure, déjà rien que les statuts, déjà, premier regard, ils épluchent tout. Alors, ils viennent là pour sur un
certain temps, hein, on va dire, incertain, et incertain, parce que ils épluchent tout, c'est-à-dire ils partent du juridique, hein, c'est pour ça que j'attire l'attention sur les statuts, parce que si une action n'est pas encadrée par les statuts, c'est un dysfonctionnement grave. Hein. Et donc jusqu'à effectivement le respect de toutes les procédures internes de sélection des projets, de l'accompagnement des projets. Ils vont un peu plus loin en disant et comment sont utilisés, est-ce que vous êtes sûr que les fonds sont bien utilisés, etc. Je rappelle que le fonds de dotation n'a pas un droit de suite sur les fonds qu'il donne, hein, mais la Cour des comptes est très vigilante sur ce point-là. Ce que disait Vincent, dans une association, il n'y a pas de comité d'investissement pour garantir les placements financiers ou autres. On est franchement dans une démarche bien particulière. Et les comités d'investissement qui sont obligatoires lorsque la dotation est plus d'1 million d'euros, ce sont des personnes externes et compétentes dans le domaine de la finance qui vont aider les fonds de dotation pour aider et obliger à ne pas faire n'importe quoi. Je reviens vers vous, Alexandre, du coup, parce que vous, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes des deux côtés Oui. du coup de l'action d'un fonds de dotation. Vous êtes à la collecte et à la gestion d'un côté, et de l'autre, vous êtes en responsabilité aussi sur la mise en œuvre des projets financés. Qu'est-ce que ça vous a permis? Quel genre de projet ça vous a permis de financer que vous n'auriez peut-être pas pu financer ou développer sans fonds de dotation? Oui, par exemple, on avait une demande du Conseil de la vie sociale, donc émanant directement des populations qui fréquentent l'EHPAD, familles, résidents, de l'accessibilité au parc. On avait un parc avec un chemin en cailloux, en pierre, mais qui n'était pas du tout accessible au fauteuil roulant. Et il faut savoir qu'en EHPAD, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui se déplacent avec un fauteuil roulant, en mobilité réduite. On a pu le financer, on a pu le mettre en place. Et ça a été pour nous une réussite. Et aussi, ça emballe les équipes aussi, parce que pour les promenades, voilà, c'est beaucoup plus sympathique. Après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait une salle multisensorielle qui permet aussi d'apaiser avec des thérapies non médicamenteuses, d'apaiser les résidents qui pourraient avoir des troubles de type agitation, stress, angoisse. Donc, mettre à disposition des résidents aussi des outils de soins. Donc, ça part un peu dans tous les, j'ai envie de dire, dans plein de thématiques qui peuvent être intéressantes. Et c'est ça aussi l'intérêt du fonds de dotation, c'est aussi pouvoir, maintenant, on essaie de réfléchir un peu plus innovation, parce que souvent, on est dans des cadres normalisés dans le fonctionnement de nos établissements, et des fois, on a envie de faire des choses qui ne sont pas forcément, j'ai envie de dire, prescrites. Et dans le cadre standard d'un EHPAD, du coup. Voilà, mais qui reste dans le cadre de standard d'un EHPAD et qui peut proposer peut-être d'autres choses. Donc là, c'est en pleine réflexion avec la présidente. Or, toujours, on n'est jamais seul, même si je suis très opérationnel, moi, sur la partie, effectivement, construction des plaquettes, communication, utilisation du site Hello Asso, qu'on utilise beaucoup aussi, qui nous facilite bien les choses quand même en termes aussi de gestion, et puis l'accompagnement qui va avec. Ça, c'est important aussi d'être bien accompagné, de ne pas rester tout seul. Donc voilà, j'ai oublié la question. La question, c'était ce que le fonds de dotation vous a permis de faire que vous n'auriez pas pu faire. Donc en fait, il n'y a pas forcément de projet que vous n'auriez pas pu faire sans le fonds de dotation, mais ça vous permet d'aller plus loin et plus vite peut-être. Absolument, ça nous permet d'aller plus loin et plus vite. Et de le faire aussi avec les valeurs associatives initiales. Voilà. Nous, c'était... Et d'associer vos donateurs à ces valeurs. Exactement, d'associer, voilà. Et surtout, voilà aussi, je répète, mais les fidéliser, parce qu'on n'en trouve plus autant que ça, des donateurs. Ou alors ils sont très pris. Oui, ils sont très pris ailleurs. Voilà. Par d'autres projets. Ouais, exactement. Ils sont sollicités aussi. Oui, ils sont Alors, très très sollicités. On a eu un projet un peu de même nature, ça me fait penser. On avait un de nos clients qui était partie prenante avec un collectif du côté de Nantes, avec des amis, médecins, etc., qui ont voulu créer une maison de soins palliatifs. Et donc, ils ont créé une association avec un certain nombre donc, de parties prenantes, les gens, ceux qui allaient opérer la résidence, ceux qui... je ne me souviens plus exactement de... Bon, et nous, ils voulaient aussi lever des fonds, évidemment, pour ce projet. Et donc, on a créé un fonds qui s'appelait Fonds Maison de Nicodème, c'était le nom de la maison de soins palliatifs. Et pendant 5 à 6 ans, je pense, au moins 6 ans, ils ont levé des fonds année après année. Il a levé en animant son réseau, en faisant un travail de collecte assez important. Ce que Alexandre décrivait. Voilà, pour rediriger des fonds vers l'association Maison de Nicodème, qui avait elle-même en charge le projet même de création de maisons, d'obtention des autorisations de l'ARS, enfin, tout ce qui va, et de construction. Ça a été un très très beau projet. Le fonds de dotation lui a servi, lui, de réceptacle de dons qu'il est allé chercher dans une communauté assez large de donateurs
voilà, de manière totalement sécurisée avec un véhicule prêt à l'emploi. On peut ajouter, Gilles aussi, ça permet aussi à des structures ou même, même des structures qui ont des bâtiments, de pouvoir, protéger, rénover le bâtiment sur lequel l'association qui s'y serait détentrice ou le particulier ne pourrait plus, le faire. On a même l'État, hein, qui met, certains monuments, dans des fonds de dotation, puisque les fonds de dotation, alors une des contraintes, c'est que un fonds de dotation ne peut pas recevoir de fonds publics sous quelque forme que ce soit, donc pas de subvention, ça aussi c'est une différence par rapport aux associations et aux fonds de dotation, c'est une contrainte, mais on est vraiment axé sur la philanthropie, et ça permet de pouvoir rénover des bâtiments qui ne seraient pas forcément classés, qui demanderaient de l'entretien, ou de l'entretien pour réaliser les activités de l'association, avec des formats où l'immobilier, on en parlait aussi en dehors, devient une très grosse charge, et qui nécessite des levées de fonds importantes. Et donc, ou de la restitution, Vincent me parle, il y a eu un très beau projet avec la reconstitution des jardins potagers de Chambord. Ce genre de choses-là ne peut pas être possible sans la philanthropie et sans un support qui permette de faire ce type de projet. Donc l'immobilier aussi a tout à fait sa place dans les fonds de dotation. Et ça peut être même une stratégie. Oui. C'est aussi une possibilité de flécher des dons vers un projet bien particulier, là où l'entreprise, ou l'association, par exemple, lèverait des fonds, mais qui vont tomber dans son budget de fonctionnement global, finalement. Et donc, pour le donateur, il y a une forme de sécurité de savoir que les fonds qu'il apporte à un fonds de dotation qui a un objet bien particulier ne vont servir qu'à ça. Ok. Et du coup, c'est un peu spécifique au médico-social, dans lequel vous êtes, le secteur dans lequel vous êtes, Alexandre, la partie immobilière que tu mentionnais, Christian, parce qu'en plus, il faut des aménagements spécifiques, souvent, dans ce secteur-là, des aménagements qui ne sont pas périns le jour où, par exemple, on veut vendre le bien immobilier. Et donc, c'est des aménagements qui sont même, qui vont avoir tendance à déprécier la valeur du bien par la suite quand on veut s'en séparer. Et donc, du coup, le fonds de datation vous permet justement de faire ces aménagements spécifiques aussi, pas sur le cœur de métier, évidemment, mais sur des choses autour. Vous parliez de la salle sensorielle pour les troubles psychiques et mentaux. Oui, c'est vrai qu'on a là récemment, hein, c'est très, très récent, on a 2 fonds de dotation. On a le fonds de dotation d'appel à la générosité du public et on a un fonds de dotation immobilier. L'idée de l'association, hein, je l'ai dit en introduction, on a donc l'EHPAD et puis on a tout un parc immobilier dont un château qui était l'ancien EHPAD au départ, association assez ancienne. Et la stratégie, c'était de séparer l'activité médico-sociale de l'activité finalement locative qui n'avait rien à voir avec avec l'objet principal Oui, parce que d'accueillir des c'était mixte dans voilà. ce château. Il y avait des gens qui habitaient Oui, simplement. oui. Ouais, qui habitent, qui sont vous pourriez y habiter d'ailleurs. J'en ai un à louer si vous le souhaitez. Voilà, Merci. voilà. Mais du coup, voilà, ça nous permet aussi de conserver, puis effectivement d'entretenir aussi hein, tout cet immobilier qui vieillit très vite. Voilà. Et avec des normes d'exigence au niveau environnemental, au niveau changement climatique qui demande des exigences supplémentaires, complémentaires. Il va bien falloir qu'on trouve les fonds pour l'avenir là et voilà. Donc là, il vient d'être créé. Il est paru au journal officiel le 30 décembre dernier. Donc c'est tout neuf. Voilà. Donc ça demande beaucoup de travail. Hein. Ça aussi, il faut le dire. Nous qui sommes une structure à petite taille, on n'est pas nombreux. Hein. Il y a un directeur, une cadre comptable et une présidente. Un conseil d'administration, pardon, et à nous tous, il faut qu'on fasse tourner la maison, quoi. Donc voilà, donc du coup, on le fait bénévolement, on y va, ça nous tient à cœur, on veut défendre la boutique, et donc du coup, ça fonctionne plutôt bien. Juste pour préciser, c'est cette notion de professionnalisation qui est nécessaire pour un fonds de dotation. Je le disais tout à l'heure, on n'y va pas comme une petite association de quartier. Il faut vraiment... Même s'il y a beaucoup d'associations qui sont obligées de se professionnaliser aussi. Ce que je veux dire, c'est que le fonds de dotation a une personnalité morale propre. Hein, c'est pour ça que pas de confusion dans les dirigeants, etc. Il y a une autonomie dans la gestion du fonds de dotation. Il faut des professionnels autour et mis à disposition autour, parce que on ne peut pas gérer un fonds de dotation comme une simple association, ça c'est pas possible, et à tout niveau.
On se dirige vers la fin de notre podcast. Du coup, je voulais vous poser une question où on se projette pour finir dans le futur. Donc, vous avez certainement vécu des écueils, des limites aussi dans l'action de vos fonds de dotation, qu'elles soient administratives, réglementaires, comptables ou autres, d'ailleurs, ou de gouvernance, par exemple. Sachant ce contexte-là particulier de la multiplication des fonds de dotation, mais aussi de la multiplication des recherches de mécènes des projets de l'économie sociale et solidaire, comment vous projetteriez avec votre fonds de dotation dans les 10 ans à venir, Vincent? Bon, nous, on croit beaucoup au fonds de dotation, hein. C'est un excellent véhicule, effectivement. Bon, ça demande vraiment une rigueur et un professionnalisme de tous les instants qui n'est pas facilement accessible. Donc, je pense que le modèle qu'on a développé est assez attractif. À mon avis, il a plu d'ailleurs à la Cour des comptes, c'est ce qu'elle dit dans son rapport. Elle a apprécié tout ce qu'on a porté comme rigueur. Je pense qu'il y aura peut-être un problème pour les multiplicités de petits fonds de dotation avec pas beaucoup de capitaux, pas beaucoup de moyens mis à disposition pour assurer cette rigueur. Je pense aussi qu'on va beaucoup développer à côté des fonds de dotation les fonds de partage, qui sont des moyens pour les associations de séduire des investisseurs qui ont parfois du mal à donner, mais qui sont prêts à faire travailler leur argent au bénéfice, partiellement, en abandonnant une partie de la rentabilité d'un placement, au bénéfice d'un fonds de dotation. Donc, l'association fonds de partage, qui est un vrai fonds d'investissement, et dans lequel une partie de la performance est partagée au bénéfice d'un fonds de dotation, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup et qui, à mon avis, a beaucoup d'avenir. Parce que ça existe déjà, les fonds de partage, mais ils sont en train de se transformer. Il y a des opportunités aujourd'hui beaucoup plus larges d'investissement qui se prêtent mieux à des performances plus élevées, donc dans lesquelles on peut partager plus. Et comme beaucoup d'associations ont des moyens qui aujourd'hui diminuent parce que les subventions publiques diminuent, il faut aller chercher, il faut vraiment réduire la fracture entre ceux qui ont du patrimoine et des revenus, et dont on sait bien que plus on a de patrimoine, plus l'écart de richesse s'accroît avec ceux qui n'ont pas de patrimoine. Le patrimoine est en soi une cause d'enrichissement supplémentaire. Donc, il faut trouver des solutions pour que ce patrimoine travaille au bénéfice du secteur associatif. Et donc, voilà, je pense que nous, on développe les fonds de partage en complément pour alimenter notre fonds de dotation. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'en fait, ça vient rencontrer une maturité qui est en train d'atteindre l'économie sociale et solidaire, où auparavant, effectivement, on faisait des dons à des associations ou des structures qui travaillaient sur des sujets de bien commun, d'intérêt général. Et avec les années, puisque c'est un secteur qui a quasiment 30 ans maintenant, qui a développé maintenant des expertises dont on a besoin, étant donné les réalités économiques, environnementales que nous rencontrons toutes et tous. Et du coup, il y a un enjeu dans l'économie sociale et solidaire pour les modèles économiques de transformer ce savoir-faire qui, à la base, partait d'une recherche d'intérêt général en vraie expertise et donc de vendre cette expertise. Et ce que vous décrivez correspond tout à fait à ça. Ça veut dire qu'en face, les financements peuvent petit à petit passer du simple don à l'investissement parce qu'il y a des structures qui sont sur une forme de rentabilité qui restent intéressantes, qui deviennent intéressantes pour des investisseurs. Ouais. Et la gestion d'un capital à long terme, capital issu de dons ou de partage de performance, va devenir de plus en plus important. Donc, il y a une compétence financière qui vient se rajouter à des compétences déjà multiples qu'il faut, qui sont juridiques, qui sont comptables, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que la comptabilité d'un fonds de dotation, ça n'a rien d'évident. Je citais dans nos échanges précédents l'anecdote que dans un groupe comme le Crédit Mutuel, 70 000 personnes, on n'a pas trouvé de comptable ayant la compétence pour assurer. Vous avez été obligé d'aller chercher Christian. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On s'en félicite depuis 12 ou 13 ans maintenant, depuis 13 ans que le fonds existe. Et c'est quand même paradoxal de se dire que, bon, autant la comptabilité d'une société, la comptabilité d'une banque, d'une assurance, ça on sait faire, mais la comptabilité d'un fonds de dotation, on n'avait pas trouvé d'expert. C'est un savoir rare. Et je pense que maintenant, ce secteur associatif qui va devoir se professionnaliser aussi du point de vue financier pour savoir lever des fonds avec des techniques financières plus abouties et les gérer dans la durée pour qu'elles produisent à nouveau
du revenu supplémentaire. Au-delà des associations, on aime bien, nous, prendre comme exemple dans ce podcast Duralex et ce qu'a réussi Duralex dans sa transformation en société coopérative, qui récemment a fait une campagne de dons qui a tellement marché que du coup, ils ont ouvert leur capital plutôt à des particuliers pour qu'ils prennent des parts dans la société coopérative. Et on voit bien justement cette évolution du don vers l'investissement et la possibilité du coup de rentrer dans le capital d'une structure de l'ESS dont la base reste la recherche de l'intérêt général, mais ce qui n'empêche pas la rentabilité, y compris quand on retourne vers les associations. Pour vous, Alexandre, quelles sont les perspectives pour votre fonds de dotation et pour les fonds de dotation de votre point de vue? Le fonds de dotation de l'association est tout jeune. J'ai pas l'expertise et l'expérience de Vincent. Ça fait 3 ans qu'il existe. Donc nous, c'est continuer à apprendre parce que on est quand même dans une systémie complexe, pardon. Et continuer à apprendre, continuer à développer des projets qui intéressent les gens, rester sur une ligne logique de continuer chaque année à trouver des projets qui attirent les donateurs. Après, pour l'instant, c'est trop court. J'ai pas de vision à 10 ans. J'ai une vision à cette année déjà. On va commencer. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est Mais déjà pas bon, mal. consolider est un enjeu. Consolider, c'est un enjeu, oui. Et même à moyen terme. Même à moyen terme. Ouais. Très bien. Christian, le mot de la fin de l'expert sur les fonds de dotation. Toi, qu'est-ce que tu vois comme perspective, comme évolution possible pour que le fonds de dotation s'inscrive encore plus dans des stratégies de mécénat de l'économie sociale et solidaire? Je pense que c'est l'outil idéal. Vincent l'a dit. Avant, moi, j'ai l'ancienneté, je suis un peu vieux dinosaure, certains me le disent. Mais en fait, avant, les donateurs donnaient pour une cause et on donnait pour donner. Et on voit que il y a beaucoup de donateurs en France potentiels. Vincent l'a dit, il y a des gens qui ont l'épargne. En France, on épargne. Donc, mais on ne fait pas travailler l'argent. Et je dirais que les mentalités maintenant est orientées vers ESS, les donateurs ont un sens à donner et pour que leur argent contribue à quelque chose, mais véritablement sur des vrais projets, sur quelque chose à long terme. On n'a pas trop parlé d'environnement, mais tout ça, ça fait... Je pense que maintenant, le donateur oriente son don sur des projets essentiels qui leur tiennent à cœur et pas donnés pour aider, en fait. Et je pense que le fonds de dotation, c'est véritablement cet outil qui permet de pouvoir développer des projets. Alors à court terme, il y a l'expérience aussi. Vous allez voir, Alexandre, tout ça, ça se travaille. Et du coup, même vos projets vont se travailler au fur et à mesure pour en donner un sens et capter d'autres acteurs. Parce que le fonds de dotation, là, on a parlé un petit peu de fondation d'une entreprise. Alors là, la banque, mais c'est le même format. Il y a des chefs d'entreprise qui créent leur fonds de dotation pour conserver leur fonds de commerce et poursuivre leur activité, pouvoir loger leurs salariés qui continuent à poursuivre une activité. Enfin, voilà, le fonds de dotation est suffisamment large pour être un bon support pour construire à moyen long terme. Je pense que c'est presque comme les fondations, mais les fondations, il y a une forme de lourdeur qu'on a rappelée, mais c'est vraiment un bel outil. Et d'ailleurs, le législateur ne s'est pas trompé. Et s'il encadre aussi fortement les fonds de dotation, c'est que derrière, je pense qu'il y a un petit esprit pour dire c'est vraiment un vrai véhicule pour capter les fonds privés. On a quand même une économie un peu exsangue. Donc, c'est vraiment un support véritablement idéal pour des vrais projets et capter et avoir d'autres structures qui partagent les mêmes projets et s'agglomérer. Le fonds de dotation, c'est une création à 3, vous l'avez dit, Alexandre, mais il n'y a pas de limite, en fait. Donc, il n'y a pas de limite dans les ressources non plus. Donc, ce qu'on voit beaucoup, d'ailleurs, je pense qu'on va voir se développer, c'est les fonds de dotation actionnaires. Vous savez qu'on parle beaucoup de la grande transmission. La grande transmission, c'est 9 000 milliards de patrimoine qui vont être transmis pour cause de décès d'ici 2050. D'une manière ou d'une autre. Ouais. D'ici 2050 en France. Donc, c'est une somme gigantesque. Je crois que le chiffre est aussi conséquent pour le nombre d'entreprises qui seront accédées. Voilà. Et donc, en fait, on voit bien qu'il y a beaucoup de réflexions sur l'utilisation des fonds de dotation pour assurer la transmission d'une entreprise dans des manières stables et puis avec des valeurs qui sont poursuivies grâce aux fonds de dotation. Donc ça, c'est je pense une tendance qui va se développer dans les années qui viennent. L'autre tendance, à mon avis aussi, parce que ça a été plutôt minoritaire, c'est les fonds de dotation dits non consomptibles, dans lesquels du capital, par succession, par donation, par legs, etc., est alloué à l'intérêt général.
mais sans être consommé. Et c'est vrai que nous, on avait créé ce fonds de dotation dans Et cet esprit-là, mais à une époque où on a mmh. été en phase de baisse des taux ininterrompue entre 2012 et 2020, avec des taux négatifs. Donc, faire fructifier du capital avec un risque relativement modéré s'est révélé évidemment très difficile. Mais maintenant qu'on est revenu dans des phases de niveau de taux d'intérêt et de capacité de placement beaucoup plus attractives, on devrait retrouver un développement des fonds de dotation non consomptifs. Et pour en finir, le fonds de dotation peut très bien détenir des structures commerciales. Il y a des titres et autres. Moi, j'ai un autre fonds de dotation qui détient des titres pour sauvegarder le patrimoine artisanal français sur des structures qui ne vont pas bien. Et le fonds de dotation contribue à remonter économiquement pour garder le savoir-faire français. Vous voyez toutes les valeurs que peuvent encadrer les fonds de dotation. C'est pour ça que c'est un outil bien maîtrisé, dans tous les sens et sécurisé, vont permettre aux particuliers, mais aussi aux chefs d'entreprise, parce que beaucoup, les chefs d'entreprise, ont un aspect philanthropique, mais ils n'ont pas le temps de gérer. Ils n'ont pas le temps. Et confier leur essence philanthropique à un fonds de dotation sur lequel ils ont les yeux fermés, ils sont tranquilles, ils n'ont pas de choses à gérer, ni de zones de risque pour leur propre structure, je pense que c'est l'outil idéal pour pouvoir capter ce type de philanthrope au sens large, pour le coup. Donc, on peut se dire que l'avenir des fonds de dotation est à la robustesse, concept cher d'un chercheur lyonnais, Olivier Amand, qui fait reposer la robustesse sur l'adaptabilité et la consolidation. Est-ce que ça vous va? Et la sécurisation de fait aussi que l'État aide aussi les fondations à se donner une structure aussi pour assurer la transparence de l'utilisation des fonds. Très bien. Merci Vincent et Alexandre d'être venus partager votre expérience des fonds de dotation que vous animez. Merci Christian pour le partage de ton expérience de l'accompagnement de tous ces fonds de dotation. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Vous pouvez donc nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, à commencer par votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, sur notre chaîne Inextenso. Et enfin, vous pouvez retrouver toutes les informations et toute notre expertise sur notre site internet. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter au passage. Merci à toutes et tous et on se retrouve au prochain épisode.